Avant votre épisode, on aimerait prendre une minute pour vous parler de ce qu'on peut faire pour vous. En plus de faire des podcasts, l'Académie de la qualité efficace est avant tout une entreprise de conseil en qualité système et opérationnelle. Si vous aimez nos podcasts, vous allez adorer nos interventions. Tous les détails sont sur notre site web. Ce sont exclusivement nos interventions qui nous permettent de faire ces podcasts, alors n'hésitez pas à parler de nous pour répondre à des problématiques sur vos sites, si vous avez besoin d'un renfort en ressources qualité, ou tout simplement à partager les épisodes qui vous ont marqué. Ça nous aide vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour l'instant publicité, et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 55 de la Pause CAF, un podcast de l'Académie de la qualité efficace, présenté par moi, Paul-Adrien Maton, et Arnaud Huc. Comment ça va, Arnaud? Ça va très très bien, écoute, je suis très content d'être là aujourd'hui pour ce magnifique live sur un sujet qui me passionne. En fait, un sujet qui passionne indirectement tout le monde parce que tout le monde le fait tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais alors ça avait été un sujet d'une conférence que j'avais fait à la 3P à Biarritz en 2019. Et ouais. Je sais que ça avait pas mal passionné les gens aussi lors de cette conférence. Et voilà. Je suis ravi qu'on en parle en live. Alors ce que j'ai mis aujourd'hui, c'était... Moi ce que j'ai mis, c'était particulièrement la prise de décision, parce qu'à mon avis, on n'aura pas trop de 30 minutes pour parler de ça. Toi, tu avais peut-être en tête les biais cognitifs en général, je sais pas trop. Non, les biais cognitifs dans la prise de décision, c'est bien. Hein. Ok. Partons là-dessus. On va pas détailler ici les biais cognitifs, comment ça marche, blabli, blabla. Ça serait trop long. Après, on peut faire plusieurs épisodes, mais ça serait trop long. C'est pas non plus... on n'est pas les mieux placés pour en parler, même si c'est très passionnant et qu'on se renseigne beaucoup sur le sujet. Il y a des très bons livres qui en parlent. On en parlera à la fin de l'épisode. Voilà, exactement. Alors... Donc en ce qui concerne la prise de décision, donc la prise de décision, c'est-à-dire quand on doit faire un choix finalement, où c'est ça. On pose une question et on doit se prononcer sur un sujet. Alors Ce sont nos choix qui nous définissent. Alors la première question que j'ai à te poser, mon petit Arnaud, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de prendre une décision? Et finalement, est-ce que toutes les décisions sont difficiles à prendre? Je vais commencer par la deuxième. Toutes les décisions ne sont pas difficiles à prendre, je pense. Il n'y a pas forcément besoin d'épiloguer là-dessus. Maintenant, il y a certaines décisions dans la vie du quotidienne. Et là, on va parler plutôt dans la vie d'un site pharmaceutique en tant que qualiticien, qui peuvent être difficiles à prendre. Pourquoi ? Parce que moi, je vois deux principales sources de difficultés. Tu en trouveras peut-être d'autres. La première, c'est que on est souvent un peu tiraillé entre notre sens moral de qualiticien, de oulala, attention, il faut rien laisser passer, si je caricature un peu. Et la deuxième, c'est oui, mais attention, faut pas trop bloquer le flux non plus, parce que y a des patients qui attendent les produits, et si on bloque trop, ça pourrait avoir un souci. Et la deuxième raison qui va avec là-dedans, c'est que souvent cette prise de décision, on l'attend un peu des fois dans la précipitation, on va dire. Et du coup, on peut se retrouver face à une situation où on doit prendre une décision et où on n'a pas les données pour prendre cette décision. Ou en tout cas, on n'a pas toutes les données. Et c'est là où ça devient difficile, c'est quand il faut prendre une décision et qu'on n'a que 70% des données qui sont disponibles pour prendre cette décision, quoi. Ouais, c'est vrai, je pense que tes deux points se rejoignent parce que si on a toutes les informations au moment de prendre la décision, finalement, c'est facile à choisir, quoi, normalement, si, non? Oui, bien sûr, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Après, non, en fait, c'est pas vraiment. Ouais, non, en fait, t'as peut-être raison, effectivement, entre faire avancer le flux. Ouais, non, mais tu choisis quand même toujours. Si t'as 100% des informations, c'est facile à choisir entre. Ouais, mais on va pas se mentir, t'as rarement 100% des informations. Voilà. Au moment où t'as la situation qui se présente. Sinon, on est dans le cas d'une décision qui est facile à prendre. Voilà. Et quand je disais que toutes les décisions ne sont pas difficiles à prendre.
Alors en fait, on a réfléchi avec Arnaud là-dessus parce qu'on voulait réfléchir là-dessus. Et en fait, en réfléchissant et en y réfléchissant, eh ben, on, on s'est aperçu que c'était quand même assez difficile de se prononcer sur des choses là-dessus parce que tu es toujours en train de d'amener un cas particulier qui t'entraîne dans une direction et c'est assez compliqué de généraliser. Enfin, c'est assez compliqué. T'arrives à généraliser, mais c'est quand même assez compliqué de généraliser sur. Voilà, t'es devant ta décision et t'as un certain nombre d'informations et tu te prononces quoi. Mm. Et donc t'es toujours en train de te projeter dans un cas particulier qui te fait avancer, mais finalement tu te retrouves très souvent à revenir en arrière parce que quand tu réfléchis sur ce sujet en tout cas parce que t'as pas pris en compte des choses essentielles quoi. Mm. Donc Moi, ce que tu viens de dire là sur le fait de revenir en arrière, je pense que la pire des décisions, c'est de pas prendre de décision. ouais, prendre ouais. Non, vaut mieux prendre une décision, avancer et être prêt à revenir en arrière si on se rend compte que c'est la mauvaise décision, plutôt que de ne pas prendre de décision. Le statu quo, c'est en fait, en plus, c'est reculer pour mieux sauter, hein, mais du coup, plus t'attends pour prendre ta décision aussi. Voilà, si on reviendra là-dessus, mais plus tu risques de te retrouver à prendre une décision dans l'urgence sans avoir fait le travail nécessaire pour trouver les données. Du coup, ne pas prendre la décision, alors ça peut être une bonne chose en disant bah, je la prends pas tout de suite, j'attends les données. Non, mais j'attends les données. Mais tu sais, c'est comme quand tu es à l'embranchement entre deux chemins, quoi. Je vais à droite, je vais à gauche. Bah, va à droite, et puis si tu te rends compte au bout de 5 minutes que c'était pas bon, tu reviens en arrière et tu retournes à gauche, quoi. Mm. Après, attendre, enfin, quand on prend parce qu'il y a toujours cette option effectivement d'attendre, mais ce qu'on s'était dit, c'était qu'il faut toujours attendre quelque chose. Exactement. Enfin, Ça, c'est on clair. attend quelque chose. On attend quoi? On va pas juste attendre. Voilà. Non, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Quand je dis que l'absence de décision, c'est attendre pour rien. Si t'attends avec qu'est-ce que j'attends exactement, donc je sais très clairement ce que j'attends pour prendre ma décision, là, c'est même sain, en fait. Mm. Alors, il y a un premier truc qui nous a permis d'avancer, c'était que c'est en fait une décision, elle est prise dans un contexte. Un contexte, et dans ce contexte, on a, on est revenu à un truc de base qui est assez bateau finalement. C'était qu'il y avait l'urgence et l'importance. Alors franchement en vrai je déteste quand si jamais un jour je fais une formation avec les mecs qui commencent à me balancer ça, je suis très énervé parce Ouais, que la c'est fameuse ultra matrice d'Eisenhower. parce que c'est ultra bateau. Et en fait, finalement, on dit oui, bah voilà, il faut toujours classer tes trucs à faire en quatre piles, ce qui est Est-ce que urgent, c'est urgent? important, Est-ce que c'est machin, et tout truc. important? Mais en fait, on va pas plus loin que ça, et finalement, ça sert à rien, quoi. Mm. Et donc, ce qu'on va essayer de faire un peu aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin. Néanmoins, le fait de classer, le fait de pouvoir arriver à classer, à te positionner en tout cas sur l'urgence et l'importance, ça te permet au final de diviser en trois, quoi. Enfin, ce qu'on s'est dit. Première chose, en tout cas, est-ce que ça a l'air important? Parce que ça, c'est facile aussi. Hein, Mm. c'est comment est-ce que tu fais pour classer comment est-ce que tu fais pour dire bah voilà est-ce que c'est important? C'est bah en fait finalement c'est de ton point de vue là comme ça, est-ce que ça a l'air important? Mm. Et ça, je trouve que ça Exactement. reste un truc assez facile à faire, quoi. Du coup, c'est non ou oui. Si c'est non, Pas de enfin, place au finalement, je sais pas. voilà. Finalement, Mais c'est vrai, hein, pas de place pour je ne sais pas. Comme tu l'as dit, la question, c'est pas est-ce que c'est important, mais c'est est-ce que ça a l'air important pour la personne qui doit prendre la décision. Et là, on doit être capable de répondre sans doute, quoi. hmm. Donc, si c'est pas important, et ben finalement, ça nous relève, enfin, ça nous relève de pas mal de problèmes. Hein. Mm. C'est-à-dire que là, on s'est dit, et ça, c'est un parti pris, je sais pas s'il est beau ou pas. Hein. En tout cas, si à la première question-réponse, c'est pas important, et ben finalement, on s'est dit qu'il fallait prendre la décision qui génère la moins de charge de travail. Alors, parti pris,
Mais non, mais moi je vais défendre cette position parce que c'est moi qui ai poussé pour ça. Pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi est-ce qu'on dit voilà, c'est pas important, donc tu prends la décision qui génère le moins de charge de travail. Bah, en fait, il faut remettre ça aussi dans la réalité d'un site, dans la réalité de ton activité quotidienne. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de sites où les gens ils sont en train de se tourner les pouces à attendre qu'on leur donne du travail. Je pense qu'on est plutôt dans le cas inverse où les gens ils sont déjà souvent sous l'eau, à courir à droite à gauche et à pas arriver à finir leur checklist du jour tous les jours. Et donc prendre la décision qui génère le plus de charge de travail, c'est prendre le risque de se retrouver encore plus encombré, et notamment quand on sait que bah, dans la suite, on va parler de est-ce que c'est urgent, etc. Donc garder de la bande passante, c'est important de garder de la bande passante. Et se noyer sur des trucs qui sont pas importants, bah en fait c'est complètement débile. Alors je vous vois tous là devant vos écrans ou derrière vos écouteurs en disant oui mais attends Paul-Adrien, tu sais pas la charge de travail la moins importante, tu vas peut-être prendre tu vas peut-être pas faire attention à ça machin. En fait finalement c'est là où tu commences à descendre dans un trou de lapin là. c'est c'est On est sur une décision qui est pas importante. Donc Mm. le fait de réfléchir un peu, enfin le fait d'aller plus loin finalement c'est pas grave quoi. On va pas. Exactement. C'est pour ça qu'il faut essayer de là, bah, hop, on prend la décision et puis terminer quoi. Mm. Et enfin, moi en tout cas, je me souviens des décisions en fait qui étaient pénibles. Finalement, tu dis, oh non, ça va me générer tout ça et ça me générer toute cette charge de travail et t'essaies de danser un petit peu à droite à gauche pour essayer que quelqu'un le fasse à ta place ou pas le faire du tout ou le faire plus tard. Eh ouais, mais voilà, en fait, finalement, encore une fois, prendre la décision qui représente le plus de charge de travail, c'est prendre le risque que, bah, en fait, cette décision, elle soit pas forcément suivie d'effet, aussi, parce que, comme tu dis, tu fais pour plus tard, et puis finalement, ça aboutit à, tu l'as peut-être jamais fait, quoi. Mm. Et en même temps, peut-être que si tu l'as jamais fait et qu'il n'y a pas eu d'impact, la meilleure décision, c'était de rien faire, hein. Non, ouais. Donc bon, bref. Première chose, voilà, là, ça c'était des décisions, mais ça normalement c'est facile. En fait, au final, ce cas-là, finalement, il est pas très emmerdant parce que Ouais. en fait, on n'y réfléchit pas spécialement, quoi. Mm. Mais fallait quand même s'y intéresser pour répondre à ces cases de la matrice. Donc là, si on prend la matrice urgence importance, là, on vient de mettre un trait finalement, on vient de mettre une action commune sur tout ce qui est pas important, que ça soit urgent ou pas urgent. Finalement, pour ces deux cases-là, ce qui est pas important, urgent et pas urgent, et bah du coup on prend la décision qui génère le moins de charge de travail. Voilà, terminé. Et attention, hein, prendre la décision qui représente le moins de charge de travail. On va parler rapidement biais cognitif. Attention à pas prendre la décision qui semble la plus facile à prendre. C'est pas forcément la décision la plus facile à prendre qui sera celle qui représente le moins de charge de travail. Hmm. C'est vrai. Comme par exemple, oh bah on va faire une sensibilisation des opérateurs. Ouais, Après ouais. ça semble pas beaucoup, mais en vrai, si tu dois aller sensibiliser 150 personnes, ça peut représenter une charge de travail. Alors que, enfin voilà. Ouais, en fait c'est le moins de charge de travail pour l'organisation, pas pour Ouais, toi. ouais, pas pour la Hmm. prise de décision. Ensuite, on s'intéresse au truc suivant, au point suivant qui va être l'urgence. Et est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est pas urgent? Et finalement, ça apporte ça permet d'aller sur un embranchement qui va finalement revenir au même mais décalé dans le temps. Donc si c'est urgent, bah finalement, ça veut dire que c'est important urgent, ça veut dire qu'il faut arrêter tout et immédiatement faire immédiatement. Et si c'est pas urgent, et ben c'est planifié pour organiser dans la semaine. Alors, c'est là que c'est à ce moment-là que ça m'énerve dans les formations générales, c'est parce que c'est faire, mais faire quoi? Exactement, exactement. Donc, Cette notion de, justement, je reviens un peu en arrière. Vous voyez, quand je disais la charge, prendre la décision qui prend moins de charge pour ce qui est important, qui est pas important, pardon. Bah justement, parce que en fait, 10 minutes plus tard, tu peux avoir le truc qui tombe, qui est important et urgent, que tu dois tout arrêter et lancer ta démarche immédiatement, lancer ta démarche pour t'aider à prendre la décision.
Si tu t'es encombré ton agenda, ta bande passante mentale, etc., avec des décisions pas importantes en augmentant ta charge de travail, bah, tu n'auras plus la capacité pour mener à bien la démarche nécessaire pour prendre ta décision qui est urgente et importante. Et donc, qu'est-ce qu'on fait alors à partir de là? Donc là, en fait, on dit on arrête tout pour lancer immédiatement la démarche de prise de décision. Alors c'est là qu'on revient un peu à ce qu'on a dit au départ. C'est qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin pour prendre une bonne décision sur quelque chose qui est important. De données. On a besoin de données. Comme je disais, voilà, si tu as 10% de données pour prendre ta décision, c'est sûr qu'il faut pas la prendre. Faut au moins avoir, on va dire, 70-80% de données pour prendre ta décision. Alors, c'est au nez, hein, tu vas pas mesurer, est-ce que j'ai vraiment 80%, gna gna. Non, mais voilà, si on t'amène un problème où tu vois clairement que t'as pas les informations pour prendre ta décision, et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, d'ailleurs, quand tu fais un comité d'évaluation des déviations, des fois, t'as des événements qui te remontent, tu le vois direct, non, mais là, il me manque trop d'informations pour prendre la décision. Et d'autres où tu as suffisamment d'informations. Ça se sent assez facilement. Et c'est là qu'en fait on a quelques outils dans notre besace pour essayer pour remédier à tout ça. Le premier outil, mais ça on va passer assez vite dessus, finalement c'est pour essayer de remettre les données dans leur contexte, c'est le QQ-QCCP, mais finalement en fait ce qui est important là-dedans, ça va être définir précisément le quoi de notre décision. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision, ouais. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision? Et en fait, ça a l'air facile comme ça, mais le fait d'essayer de le formaliser, rien que le fait de le formaliser, ça apporte tout de suite vachement plus de lumière. Exactement. Enfin, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision, c'est plutôt quelle est la situation. Quelle est la situation qui amène à je dois prendre une décision. Donc c'est quel est mon problème auquel je fais face, sur lequel je dois prendre une décision. C'est comme, encore une fois je fais le lien, mais c'est comme un QQ-QCP de déviation. Sauf que là, il n'y a peut-être pas forcément une déviation, mais il y a une situation qui peut être un problème ou pas, sur lequel je dois prendre une décision. Et de décrire clairement et précisément chaque lettre du QQ-QCP, donc le quoi, le qui, le où, le quand, le comment, le combien, le pourquoi, ça va nous aider à poser cette situation, à décrire et poser cette situation ou ce problème. De manière claire, précise, explicite. Et donc, derrière, une fois on s'est un peu posé, donc ça prend pas très longtemps à faire en vrai, hein, ça prend 5-10 minutes, quoi, hein, pour essayer de rassembler un peu nos esprits et réécrire tout ça. Ensuite, on a un outil qui est trop classe, qui va être le nuage de résolution de conflits. Exactement. Alors, je sais pas si tu as prévu de projeter ou de l'expliquer à l'oral, mais moi, cet outil, nuage de résolution de conflits, je l'adore. Parce que à chaque fois que je l'ai utilisé, tu pars avec une espèce d'idée préconçue de te dire ouais, la bonne décision c'est ça, et tu arrives à un résultat qui des fois t'étonne, mais surtout qui te permet d'identifier qu'est-ce que tu dois couvrir comme prérequis face à voilà, t'arrives à identifier quelle est la bonne décision, mais en plus les prérequis à couvrir pour que ça soit vraiment la bonne décision. Donc par quoi on commence? Faudrait qu'on prenne un exemple. Après, je peux projeter à la limite l'exemple. Faudrait qu'on se mette des tableaux blancs et qu'on... J'ai vu des vidéos trop fortes où les gars ils sont devant un écran en verre et du coup ils se filment comme ça et ils écrivent à l'envers sur l'écran en verre, mais ça fait comme si t'étais dans ton PowerPoint. C'est vachement classe. En tout cas, un nuage de résolution de conflit, je vais essayer de l'expliquer déjà comme ça. C'est un outil, déjà un peu de contexte, qui est issu de toute la méthodologie de la théorie des contraintes. Théorie des contraintes, pour ceux qui ne connaissent pas, allez lire Le but de Goldratt. Et puis les livres qui suivent derrière. Hein. Il y a pas mal d'outils très intéressants dans cette approche. Au-delà de l'identification du goulot, etc., etc., il y a les outils comme l'arbre des prérequis, l'arbre des réalités actuelles et le nuage de résolution de conflits notamment.
Et donc, le nuage de résolution de conflit, il permet de prendre une décision dans le cas d'un choix entre une option A et une option B. Et finalement, quand on doit prendre une décision, déjà, la première chose, ça va être d'identifier, OK, on pourrait se dire, oui, mais il peut y avoir plus que A et B, il peut y avoir C, etc. OK, peut-être. Mais déjà, identifions à chaque décision, c'est quoi mes deux options les plus pertinentes. Donc, on va mettre option A, option B. Donc, c'est mon conflit, qui sont un peu en opposé. Et la vraie question et le vrai travail qui va être nécessaire de faire, c'est quoi l'objectif que je veux atteindre? Quelle est ma décision, l'objectif de ma décision? Et pareil, il faut que ça soit explicite, précis et clair. Et donc, je vais avoir mes deux conflits et mon objectif final. Et l'objectif, on pourrait appeler ça la situation idéale finale, quoi. Exactement. Exactement. Et ensuite, donc tous les outils de la théorie des contraintes fonctionnent un peu de la même manière avec une base logique. Et en fait, tu vas prendre ton option A, tu dis si j'ai l'option A et si, et là tu vas identifier un certain nombre de choses. Donc je sais pas, si j'ai l'option A et en plus j'ai 1, 2, 3 et 4, alors j'obtiens mon objectif final. Et tu fais pareil avec B. Si j'ai mon option B et si j'ai 6, 7, 8, 9, alors j'ai mon objectif final. Et donc, c'est vraiment cette logique si et si alors qui instinctivement fait ressortir quelle est la meilleure décision. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on n'est pas dans un truc de c'est quoi les pour et les contre. On est juste dans du positif. On est Ouais. sur mon option. Si j'ai mon option A, alors j'ai ces situations-là qui vont se présenter et donc j'ai mon objectif final. Et ce qui est Mon option intéressant, B, du coup, c'est du positif, mais finalement, en fait, ce que en fait, on a toujours pensé, enfin, on a toujours l'impression qu'il faut balancer du négatif pour que ça fonctionne, mais en fait, le négatif est contenu dans le positif de la décision opposée. exactement. Et c'est très cryptique ce qu'on est en train de dire et c'est très frustrant de pas Attends, pas regarde. montrer un exemple, mais Cher. Attends. Screen. Alors, du coup, pour ceux qui n'ont pas le. Bon, de toute ouais, façon, ceux ça qui va. seront en podcast, vous Ceux verrez qui sont pas, en podcast, mais bah, ça va marcher, mais bon, hop. Enfin, ça va on le marcher, ouais. mettra en lien. Ouais. Hop. Attends, je peux diaporama à partir de là. Je sais pas si ça va marcher. Voilà. Ça marche, ça? Tu Ouais, vois? c'est un très bon exemple. Donc là, on est sur une réflexion sur le système documentaire. Et la question qui se posait, la décision qu'il fallait prendre, c'est est-ce qu'on duplique les informations à plusieurs endroits dans un même document ou dans plusieurs documents, versus est-ce que l'utilisateur doit faire des allers-retours dans un document ou entre plusieurs documents pour avoir l'ensemble des actions du comment. En gros, c'est est-ce que je duplique mon information dans mes documents pour éviter à l'utilisateur de se balader dans plusieurs documents, ou est-ce que j'ai une information qui est unique. Alors, bien évidemment, on est dans un système documentaire papier où il n'y a pas forcément des liens intelligents qui peuvent se faire. Ça, c'est en gros la décision, je la repose, c'est j'ai une information unique, donc aucune information est dupliquée dans mes documents, Mm. ou alors je duplique mes informations dans mes documents. L'objectif final, donc ce qu'on voit au bout là, le rond bleu, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est les documents sont des outils pour permettre aux opérateurs de faire leurs activités sans faire d'erreur. Et C'est ça, le but d'un système documentaire, hein. et ça, On est quand on a d'accord. posé ça, déjà, ça pète la classe, quoi. Exactement. Et donc, si je prends la branche du dessus avec ma première option qui est je duplique les informations, ça fait, et je vais le lire parce que c'est la démarche des outils de la théorie des contraintes, c'est on a des options qui sont suffisamment précises pour que ça soit lisible. Donc si on duplique les informations à plusieurs endroits dans un même document ou dans plusieurs documents, alors, et là je réfléchis à qu'est-ce qui manque, pour arriver à les documents sont des outils pour permettre aux opérateurs de faire leurs activités sans erreur. Et donc allons-y, si on duplique les informations à plusieurs endroits dans un même document ou dans plusieurs documents, alors quand l'opérateur doit suivre une marche à suivre pour réaliser son opération, il a l'ensemble des actions au même endroit et donc il sait qu'il va trouver son information. Et donc les documents sont un outil pour permettre aux opérateurs de faire leurs activités sans erreur. Maintenant je prends l'autre branche
avec, là, je duplique pas l'information, donc j'ai une information unique dans les documents. Si l'utilisateur doit faire des allers-retours dans un document ou entre plusieurs documents pour avoir l'ensemble des actions du comment, alors il est plus facile de maintenir l'information à jour et sans erreur, et donc l'opérateur est sûr d'avoir une information juste quand il va voir la documentation. Et donc les documents sont des outils pour permettre aux opérateurs de faire leurs activités sans erreur. Les deux phrases sont logiques, hein. Elles amènent au même objectif. Par contre, quand on lit ces deux phrases, il y en a une qui paraît plus pertinente que l'autre. Et finalement, la décision qui a été prise, c'est de dire, on va dupliquer parce que, effectivement, si l'objectif c'est que les opérateurs fassent leurs activités sans faire d'erreur, le fait de dupliquer les informations va permettre aux opérateurs de plus facilement avoir accès à l'information au moment où ils en ont besoin. Et donc, on est sûr qu'ils pourront plus facilement utiliser les documents pour ne pas faire d'erreur. Mais du coup, voilà, ça veut dire que y a un prérequis qu'on n'a pas verrouillé si on suit que le chemin du dessus. Donc le chemin de je duplique les informations, c'est il faut verrouiller la mise à jour des documents pour éviter les erreurs parce qu'il va y avoir des données qui sont dupliquées dans les documents. Et ça, c'est pas facile à maintenir. Mais d'ailleurs, voilà, c'est tout le cœur du problème documentaire, quoi. Exactement. Et en fait, ça nous donne la bonne décision, plus qu'est-ce qu'il faut faire en complément pour que notre décision qu'on prenne soit la plus pertinente possible. Et ça, c'est trop top parce que finalement, quand on fait comme ça, quand on commence à faire ce parcours en tout cas, quand on commence à utiliser cet outil, finalement, on se retrouve à expliciter ce qui nous gêne. Enfin, en fait, en général, quand on a une décision, on a deux options. Il y a toujours sur les deux chemins quelque chose qui nous gratte, quoi. Et on n'arrive pas très bien à mettre le doigt dessus. Et cet outil permet justement de mettre sur le papier exactement ce qui nous plaît pas pour pouvoir après prendre une des deux décisions et après mettre en place les actions en tout cas qui vont faire que qui vont permettre que l'ensemble de toute la décision nous plaise, quoi. Exactement. Et ça, c'est dingue. Et vraiment, hein, c'est un outil, à chaque fois que j'utilise, il est radical. Il s'utilise aussi bien dans des décisions professionnelles que personnelles, hein, mais il est vraiment très bien, quoi. Donc cet outil nous permet directement d'identifier les risques liés à cette décision. Déjà, même sans identifier les risques, déjà rien en faisant cette démarche, des fois, assez régulièrement quand même, on va s'apercevoir qu'il y a un chemin qui est plus préférable que l'autre, comme on a vu un peu là, évident. et que finalement, même les actions, enfin, il y a besoin de rien faire pour que ça soit la bonne décision, quoi. Donc déjà, oui, il n'y a pas de risque à couvrir, ouais. Voilà, c'est ça. Tous les risques sont finalement couverts et que, en fait, on avait juste un peu, on avait mal explicité, enfin, on n'avait pas l'entièreté de l'image dans la tête. Finalement, le fait d'exprimer comme ça, ah bah oui, on va faire ça, hein. Et ça marche bien. La difficulté dans cet outil, que ce soit dit et clairement dit, c'est de bien expliquer c'est quoi l'objectif qu'on attend de la décision. C'est vraiment important, hein. Exactement. Et donc, et si jamais c'est toujours difficile et si jamais même avec les risques, etc. Enfin, même en explicitant les risques, en trouvant des actions, enfin, en regardant avec les actions qu'on pourrait faire pour le réduire, on n'arrive toujours pas. Enfin, on n'arrive toujours pas à se prononcer. Et bien finalement, là, ce qu'on conseille de faire une fois qu'on en est là, c'est de prendre un effet miroir, c'est-à-dire de demander en tout cas à une ou plusieurs personnes, d'expliquer l'ensemble de la réflexion à une ou plusieurs personnes qui étaient extérieures à la réflexion de base. Et finalement, rien qu'en faisant ça, ou en se faisant challenger par d'autres personnes, on va pouvoir, des fois, ça va débloquer tout seul la situation, quoi. Exactement. Et en fait, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est que, faut pas sous-estimer l'efficacité de l'effet miroir avec un expert, ou pas forcément qu'un expert, mais des fois, quand on doit prendre une décision seul dans son bureau, ça va être compliqué de se positionner. On va être potentiellement aussi guidé par des biais cognitifs, hein. On aura l'occasion d'en rediscuter.
Mais du coup, l'effet miroir va nous permettre aussi de lutter contre des présupposés qu'on pourrait avoir les uns et les autres, qui pourraient soit nous faire surévaluer un risque, soit nous faire sous-évaluer un risque aussi, hein, en fait, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a fait toutes ces, donc là, finalement, quand on réfléchit à ce qu'on vient de dire, expliciter ses idées, on est sur, le QQ QCCP finalement, on est sur 7 minutes. Le nuage de résolution de conflit, quand on a l'habitude de le faire, c'est à peu près 10-15 minutes. Et après, si déjà là, si on a pris le temps de faire tout ça, donc sur une grosse demi-heure, et bah du coup, on est déjà, on a déjà, on a les idées beaucoup plus claires. Hein. Voilà, on a déjà résolu une bonne partie des points obscurs. Et donc, si jamais là, on est toujours coincé, et ben là, on va par contre faire ce fameux effet miroir avec des experts. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps quand même, le temps d'expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc là, ça prend un peu plus de temps que si on commence à demander l'effet miroir. Finalement, finalement derrière tout ça, on arrive certainement à prendre beaucoup de décisions, mais il reste toujours parfois des risques résiduels trop importants pour je sais pas, pour nos épaules. Et donc c'est là où finalement on arrive pour se sentir à l'aise pour prendre la décision, tout simplement. C'est ça. Et donc c'est là où on arrive assez facilement à dire ça, je peux pas prendre cette décision, je dois escalader, et voilà pourquoi. Et là, tu vois ce que tu viens de dire, les derniers mots que tu viens de dire, les 2 derniers mots, voilà pourquoi, ils sont super importants. Parce que escalader la moindre décision, c'est une solution de facilité. C'est ce qui fait que après, on se retrouve avec des directeurs qui sont des fois un peu trop impliqués dans des problématiques trop terrain peut-être par rapport à leurs objectifs de directeurs qui sont normalement de développer, d'améliorer, etc. Donc c'est un peu facile d'escalader sans se poser la question. Là, il y a toute une démarche en amont qui t'amène à dire ok, j'ai posé mon problème, j'ai fait un nuage de résolution de conflit. Il en ressort qu'il y a un choix qui est intéressant plus que l'autre, mais il y a des risques qui restent là, qui sont résiduels. J'en ai discuté avec un expert, on voit que ces risques ils sont toujours là et il y a des risques qui restent là, qui sont pas limités, pas éliminés. Donc, je vais escalader. Mais il y a une démarche, il y a le voilà pourquoi. Et donc c'était le dernier point effectivement, c'est tracer cette décision. En fait, comment tracer une décision? Ben, dans l'esprit de tout le monde, c'est bon, bah il y a ça, j'ai fait ça. Alors que finalement, grâce à cette méthode, ça permet de pouvoir formaliser et finalement tracer tout l'ensemble de la réflexion qu'il y a eu autour de la prise de cette décision difficile, qui permet finalement déjà d'avoir un historique, et puis de pouvoir dire bah oui, avec les informations qu'on avait et ce qu'on a su, voilà le raisonnement qu'on a suivi, et c'est très facile de justifier voilà pourquoi on a pris cette décision, quoi. Exactement. Et c'est un peu aussi l'objectif, c'est pas de donner un carcan dans lequel tu sors pas pour prendre tes décisions, etc. Mais c'est plutôt de donner un chemin de fer qui t'aide à structurer ta réflexion dans ta prise de décision quand tu es face à une décision qui est plus complexe. C'est pas ce chemin de fer là, et encore une fois, il est pas à prendre pour 100% des décisions. On a des décisions qui sont plus complexes que d'autres, et c'est quand on est dans ces cas-là où on va commencer à se poser ces questions-là. Et ces questions-là, elles sont structurées, elles permettent aussi d'avoir des démarches de réflexion homogènes d'une décision à l'autre. Et ça, c'est important aussi, hein, mine de rien. Exactement. Donc là, ça fait on arrive au bout du temps de notre mais déjà podcast. Ouais, ça fait 33 minutes. J'ai pas vu le temps passer. Merde. Oh non, on n'a pas parlé des biais cognitifs. Bah oui, de toute façon, on en reparlera un petit coup peut-être plus tard. Mais en tout cas, là, c'est bien parce que je trouve on a quand même réussi à faire tenir en un épisode la présentation de cet outil qu'on s'était engagé à faire il y a 3-4 épisodes. Donc ça, c'est plutôt cool.
Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour si vous avez déjà entendu parler de cet outil, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on peut faire, etc. Mm. Ça, c'est assez intéressant. Pareil, hein, si jamais vous avez des problématiques qualité système et opérationnel, n'hésitez pas à nous contacter. On a plein d'interventions pour vous aider. Et puis, Mélanie m'a demandé de passer un message par rapport à notre petit webinaire qu'on fait fin novembre. Un webinaire le sur le 27 dossier novembre. d'eau électronique. Exactement, le 27 novembre, on va faire un webinaire avec nos comparses de XP Corp sur le dossier de l'eau électronique et on va remettre un peu d'huile dans les rouages du dossier de l'eau et se reposer les questions de c'est quoi un dossier de l'eau, à quoi ça sert et du coup en quoi un dossier de l'eau électronique c'est quand même vachement mieux qu'un dossier de l'eau papier. Voilà. Donc, après, pour répondre à aussi ton attente sur les biais cognitifs, normalement le mois prochain, la newsletter qui va sortir sera sur les biais cognitifs et la prise de décision. Donc, abonnez-vous à notre newsletter Read to the Next Quality. Ouais, et puis on en parlera probablement dans l'épisode de live de la semaine prochaine, du coup, pour continuer sur cette discussion autour de la prise de décision. Ça fait partie de la culture qualité, hein, parce que t'as la partie culture qualité terrain, on en a beaucoup parlé, les signaux faibles, etc. Mais t'as aussi la culture qualité au niveau des équipes qualité, et comment tu, en tant que qualiticien, un de tes rôles, c'est de prendre des décisions, et donc comment prendre des décisions de manière éclairée, quoi. Donc il y a ce qu'on vient de parler, mais je pense aussi les biais cognitifs, c'est un élément à partager, quoi. Yes. En tout cas, essayez de faire un petit nuage de résolution de conflit. Dites-nous si vous y êtes arrivé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à la semaine prochaine.